Alain Juppé présente les grandes lignes d'une réforme fiscale qui devrait s'appliquer dès l'année prochaine. En avril, deuxième baisse consécutive du nombre de demandeurs d'emploi. En France, le chômage touche toujours près de 12% de la population active. Veillée d'armes à Kourou avant le premier lancement demain d'une super fusée Ariane qui devrait permettre à l'avenir les premiers vols habités européens. Enfin, Roland-Garros, qualification cet après-midi de Pioline pour les quarts de finale et élimination d'Edberg et de Muster. Madame, Monsieur, bonsoir. L'impôt nouveau est arrivé. Alain Juppé a précisé cet après-midi ses projets en matière de fiscalité et pour une fois, la tendance est à la baisse, notamment pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Frédéric Rota. Il ne s'agit pas d'un plan à prendre ou à laisser. Le rapport Lamartinière, déposé ce matin sur le bureau du Premier ministre, fera l'objet d'une concertation. De grands objectifs ont d'ores et déjà été retenus par Alain Juppé. Le premier, la baisse du barème de l'impôt sur le revenu sur 5 ans à partir de l'année prochaine. Pour bien marquer qu'il y a là une volonté politique forte, le barème des 5 prochaines années sera soumis au vote du Parlement dans la loi quinquennale. Nous demanderons au Parlement de voter le barème des 5 prochaines années de façon que les contribuables sachent clairement quelles sont les baisses dont ils pourront bénéficier année après année. Second objectif, la création d'une cotisation maladie universelle qui devrait permettre de ne plus faire peser totalement sur les salariés le financement de l'assurance maladie. Petit à petit, sur 5 ans, abaisser les cotisations salariales maladie pour transférer le financement vers une cotisation universelle à base plus large et donc à taux plus faible qui sera bien sûr rendue déductible. Cette réforme faisait partie intégrante de ma réforme de la sécurité sociale. Le rapport Lamartinière en confirme la légitimité et la faisabilité, ce qui est important. Ajoutez à cela une réforme de la taxe professionnelle qui devrait frapper moins lourdement les nouveaux investissements des entreprises. Pour le chiffrage précis de cette réforme annoncée, rendez-vous en septembre prochain. Alors le but de la manœuvre, c'est donc d'alléger la charge fiscale pour toutes les catégories de contribuables. C'est un exercice délicat, Françoise Laborde. Oui, car on le voit bien dans cette réforme, il va s'agir d'une sorte de dosage subtil, puisque d'un côté, on va baisser le barème de l'impôt pour tout le monde, en supprimant peut-être au passage certaines exonérations, des abattements, les fameuses 116 niches fiscales dont profitent certaines professions, dont, faut-il le dire, les journalistes. Et puis dans le même temps, on va transférer une partie des cotisations salariés, des cotisations maladie payées par les salariés sur la CSG. Il y a donc un mouvement conjoint qui devrait bénéficier essentiellement aux classes moyennes, aux salariés, c'est-à-dire à ceux qui paient le plus d'impôts et être, disons, au mieux neutre pour les autres. C'est donc une réforme subtile qui va demander un pilotage affiné sur 5 ans avec sans doute une première tranche de baisse dès 1997. Et puis cette réforme est annoncée un tout petit peu plus vite que prévu. C'est sans doute pour répondre à une partie de l'attente de la majorité, mais aussi à l'impatience des Français qui estiment qu'ils paient décidément beaucoup trop d'impôts et beaucoup trop de charges. Merci. Bonne occasion ce soir de faire un point précis du maquis fiscal grâce à Ève Mété et Florence Duprat. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les prélèvements obligatoires sans jamais oser le demander. Prenons l'exemple d'un salarié qui gagne 9 000 francs bruts par mois. Avec les cotisations maladie, vieillesse et chômage, il perd déjà 1 630 francs. La CSG et le RDS lui coûtent 250 francs de plus. Une fois ces soustractions faites, il ne touche plus que 7 120 francs. Mais ce n'est pas tout. Sur ses revenus, il va payer toutes sortes d'impôts à l'État. D'abord, l'impôt sur le revenu. Célibataire sans enfant, la facture est lourde, 13 000 francs par an. Et pour son logement, un 2 pièces en région parisienne, il paye 2 000 francs d'impôts locaux. Entre les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation, il a déjà perdu plus de 4 mois de salaire. Notre salarié est aussi un consommateur et en faisant ses emplettes, il paye un impôt indirect à l'État, la TVA, au taux actuel de 20,6%, elle lui fait perdre encore 7 000 francs par an. Même au volant de sa voiture, il est rattrapé par la pompe à finance, avec 15 000 km par an, il paye sur l'essence 5 800 francs de taxes. Tout calcul fait, sur 108 000 francs par an au départ, il n'a plus en poche que 57 000 francs, à peine plus de la moitié de son revenu initial. Ce matin, le PS a rappelé les grandes lignes du projet socialiste en matière de réforme fiscale. À gauche, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'est pas franchement convaincu par le projet Juppé. Réaction recueillie par Guylaine Chenu et Françoise David.
Cette réforme est à la fois électoraliste, chacun l'aura bien compris, et en même temps injuste. Elle est électoraliste parce que tout est conçu par rapport à l'année 1998. On laisse penser que si les Français votent bien, le barème de l'impôt sur le revenu connaîtrait une diminution régulière sur les 4 années qui suivront. Et puis, ce plan est injuste parce qu'en définitive, tout est fait pour simplement avantager les hauts revenus. Ils viennent de se livrer à un numéro d'escamotage. Il promet des baisses, mais dans le brouillard, pas de chiffrage, et pour cause. Parce qu'il n'indique pas ce qui va se traduire par la modification des barèmes. Par contre, en matière de hausse, on sait, là, il y a chiffrage. Ce qui vient de prélever dans la poche des contribuables français ces derniers mois, 120 milliards avec la hausse de la CSG, la hausse de la TVA, le RDS qu'il a créé, là, ça fait 120 milliards. Il annonce des baisses des dépenses publiques, 60 milliards. Là, il donne les chiffres. Quant aux baisses des impôts, il ne donne pas de chiffres. Les statistiques de l'emploi pour le mois d'avril font apparaître une baisse de 0,5% des demandeurs d'emploi par rapport au mois de mars, soit 15 400 chômeurs de moins. Au total, un peu plus de 3 millions de Français sont toujours inscrits à la NPE, avec un taux de chômage qui touche 11,9% de la population active. Le chômage, qui est en hausse régulière depuis le mois d'août dernier, recule pour le deuxième mois consécutif. Reportage Laurent Bailly et Bernard Ronflet dans une antenne ANPE de Paris. 15 400 demandeurs d'emploi en moins en avril, la baisse du chômage est modeste, moins 0,5%, mais elle contient des signes encourageants. D'abord pour les jeunes de moins de 26 ans, puisque pour une fois, cette baisse les concerne tout autant que les autres tranches d'âge. Cela dit, dans cette antenne de la NPE Île-de-France, les jeunes interrogés ne voient pour eux-mêmes aucun changement. C'est toujours la même chose que les jeunes, quand ils sortent de l'école, il n'y a pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et puis... quand ils ont trop d'expérience, on ne va pas les prendre parce qu'il faut trop les payer, quoi. Là, je trouve que des petits travaux, des petits boulots qui n'ont absolument rien à voir avec ce que j'aime faire. Et voilà, donc je fais plein de petits boulots, je me fais virer et je recommence. D'après ce que je vois, oui, d'après ce que je peux constater, il y a beaucoup d'emplois en fait tout à fait temporaires qui ne résolvent absolument pas de problème. La baisse est trop légère pour avoir un impact fort et elle semble due plus aux mesures d'aide ponctuelles à l'emploi qu'à un vrai retournement de conjoncture. 3 12 000 personnes pointaient fin avril à la NPE, c'est moins qu'en début d'année, mais c'est 43 000 chômeurs de plus qu'il y a un an. Il est vrai que les inscriptions au chômage pour cause de licenciements économiques ou pour cause de fin de contrat à durée déterminée sont en forte augmentation. Une petite note d'espoir tout de même pour plus d'1 million de chômeurs de longue durée. 1% d'entre eux ont retrouvé du travail, ça fait 10 000 personnes de moins au chômage. Suspense à Kourou en Guyane à la veille du premier lancement de la nouvelle fusée Ariane 5, en principe demain midi, si le temps le permet. Plus puissante, cette nouvelle génération d'Ariane pourra placer en orbite un satellite de près de 7 tonnes et surtout permettre à l'avenir les premiers vols habités européens. Sur les tout derniers préparatifs, reportage de notre envoyé spécial Jean-Claude Alanic. Sous la pluie équatoriale, Ariane 5 montre pour la première fois le bout de son nez. Tractée par de puissants engins, elle va mettre plus d'1 heure pour parcourir les 3 km qui la séparent du pas de tir, d'où elle s'élancera demain. L'opération est délicate, car c'est une masse de 600 tonnes qu'il faut déplacer tout en douceur. Précaution d'autant plus nécessaire que le réservoir du deuxième étage, de même que les boosters à poudre, sont remplis. Une opération qui se déroule sous l'œil anxieux des 2 hommes qui ont dirigé la mise au point de la fusée européenne, ceux qu'on appelle ici familièrement les 2 pères d'Ariane. Ah oui, on sent la fébrilité qui monte un petit peu, comme au moment d'un grand événement. Et on est confiant. C'est quand même un événement extraordinaire pour l'Europe spatiale. Depuis Ariane 1, c'est peut-être le plus important au niveau des lanceurs. C'est une nouvelle génération, c'est le 21e siècle qui se prépare, c'est la place de l'Europe dans l'espace. C'est donc un événement fondamental. Première mission délicate, mettre 4 satellites en orbite. C'est pour éviter évidemment les collisions, on ne peut pas les éjecter tous en même temps, il faut séparer le premier, le laisser partir avec une vitesse relativement modeste, de quelques mètres par seconde, et puis ensuite le deuxième, et puis ensuite on refait la même chose sur les 2 satellites du bas. C'est demain matin à 8h35 heure de Kourou, 13h35 heure de Paris, qu'Ariane 5 s'élancera dans le ciel de Guyane, si le ciel le veut bien. Tout de suite, nous retrouvons en direct de Guyane, de Kourou, Jean-Claude Alanic. Bonsoir ou bonjour pour vous. Alors derrière vous, des nuages. Alors que dit la météo locale pour demain ?
Et oui, c'est effectivement la grande incertitude, car on est absolument incapable de prédire ici la météo de demain. Vous savez que nous sommes tout près de l'équateur et la caractéristique d'un climat équatorial, c'est qu'il fait chaud et qu'il pleut souvent. Alors donc, s'il pleuvait demain, ça serait vraiment un gros problème, car pour ce premier tir, les techniciens du centre spatial de Kourou veulent absolument avoir un ciel bleu bien dégagé, pour pouvoir suivre Ariane pendant 2 minutes à peu près, jusqu'à la séparation des boosters et jusqu'à ce qu'elle monte à 60 km d'altitude. Alors, peut-être que cette nuit, on s'en saura déjà mieux, mais ici, très souvent, il pleut, après il fait beau, après il pleut. Et si jamais donc il pleuvait, les techniciens se donneraient une deuxième chance en repoussant le lancement de 24 heures à après-demain matin. D'un mot, Jean-Claude Alanic, en quoi Ariane 5 est-elle différente fondamentalement de ses prédécesseurs, Ariane 4 ? Alors, vous avez eu raison de dire que c'est une super fusée. C'est une super fusée extrêmement fiable, beaucoup plus fiable qu'Ariane 4. Théoriquement, puisqu'elle n'a pas encore été lancée, et elle permettra d'ici l'an 2002 à 2003 de lancer des hommes dans l'espace. C'est une fusée aussi la plus puissante qui existera sur le marché, donc plus puissante que les fusées russes Proton, et capable de transporter des satellites beaucoup plus lourds que les fusées américaines Delta. Ça veut dire que l'Europe, avec la fusée Ariane 5, va pouvoir conquérir de nouvelles parts de marché, et comme c'est une fusée qui coûte cher, c'est une fusée qui devra aussi rapporter beaucoup d'argent. Alors c'est une bonne nouvelle si ça marche bien pour l'ensemble de l'Europe, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour la France, puisque la France a contribué à 46% au financement de cette fusée, et ça veut dire que si tout va bien, on va empocher aussi 46% des bénéfices. Merci Jean-Claude Alanic. À demain, le général en chef de la manœuvre, le responsable du lancement de A à Z, l'homme qui aura le redoutable pouvoir d'arrêter éventuellement in extremis la procédure, s'appelle Pierre Ribardière, c'est le directeur des opérations à Kourou, mais tout le monde là-bas parle du DDO. Reportage Patrice Pelé, Claude Sicard. Son nom est Pierre Ribardière, mais ici à Kourou, personne n'aurait l'idée de l'appeler par son nom. Pour tous, il est le DDO. Que fait le DDO? Où est passé le DDO? Voilà ce que l'on entend dans la salle Jupiter à longueur de journée. Il est vrai qu'être DDO, ce n'est pas rien. Le DDO, c'est le grand patron, c'est... Alors le DDO, c'est le directeur des opérations, c'est le monsieur qui est chargé pour le compte de l'autorité de lancement de conduire les activités de chronologie. Au moment du lancement, c'est vers le DDO que remontent toutes les informations sur l'état de la fusée Ariane qui attend sur son pas de tir. Est-elle prête ou non? Il doit tout savoir, jongler avec des milliers de paramètres, faire la synthèse de la situation, appeler les uns, rappeler les autres, bref, s'assurer que le lancement peut bien avoir lieu. Il faut être un véritable opérationnel. Véritable opérationnel, c'est-à-dire pas prendre le temps, pas toujours prendre le temps nécessaire qu'on vous aimerait bien prendre toujours pour analyser les choses. Il faut prendre la bonne décision et tout de suite. Mais être DDO, ce n'est pas que cela. C'est aussi et surtout le privilège d'être dans l'objectif des caméras pour le décompte final. 10, 9. 10, 9, 8, 10, 9. Pierre Ribardière, que l'on voit ici pendant le vol 71, en est à son 17e lancement. Votre femme vous voit, vos enfants vous voient? Bien sûr. Bien sûr, mais ils ont l'habitude. Eux savent mieux que quiconque si je suis nerveux ou pas. Dans la salle Jupiter, les 10 dernières secondes, l'angoisse des DDO transformée alors en artistes pour déclamer à l'envers, sans se tromper, et d'une voix claire. 5, 4, 3, 2, unité, feu. Après ce beau décompte, il ne restera plus à Ariane 5 qu'à tirer sa révérence à Kourou et à son DDO. La richesse relative de la Guyane, département d'outre-mer, attire bien évidemment beaucoup d'immigrés clandestins venus des pays limitrophes qui se débattent dans la misère. Les contrôles sont d'autant plus difficiles que c'est un fleuve qui sépare la Guyane du Suriname. Anne Ponciné et Yann Jiquel ont suivi une opération coup de poing menée par les gendarmes français. Sur le fleuve Maroni, les gendarmes ont de curieux képis, mais ils posent les mêmes questions que tous les autres gendarmes. Vous avez les papiers? C'est un contrôle d'identité. La passagère vient du Suriname, de l'autre côté du fleuve. Elle est en règle. Sa pirogue est donc autorisée à accoster côté français, mais pas n'importe où. Direction le ponton du Bac. C'est la mission des gendarmes, rabattre toutes les pirogues qui traversent le fleuve Maroni vers cet endroit où policiers et douaniers procèdent aux vérifications administratives de rigueur. Pourquoi vous les accompagnez si près une fois que vous voyez qu'ils sont dans Parce que bien souvent, il faut en mine de venir là et puis ça monte tout droit. Ils sont très malins.
Cette fois-ci, l'heure est grave. Une pirogue vient de débarquer 4 personnes sur la berge française sans passer par le bac. Arrivés sur place, plus de passagers, plus de piroguiers. Recule. Voilà, saisir. En fait, le propriétaire n'est pas très loin. Et au bac! De tout temps, les gens du fleuve ont été habitués à vivre indifféremment des deux côtés du Maroni. Certains n'ont même pas de papier du tout. Au fond, c'est le fleuve qu'ils considèrent comme leur pays, en particulier les Amérindiens. Et le propriétaire de la pirogue qui accourt au bac le sait bien. Pour récupérer son embarcation, il raconte qu'il a fait traverser des Amérindiens, lesquels bénéficient d'une sorte de tolérance. On ne saura jamais s'il s'agissait ou non de clandestins. Il a récupéré sa pirogue. Chaque jour à 17h30, on renvoie par le bac les clandestins arrêtés dans la région. Surinamiens, ils ont quitté leur pays, sinistré par plusieurs années de guerre civile. Pour eux, la Guyane fait figure d'Eldorado. Je suis venu ici pour trouver du travail et ils me remettent dans le bateau. Il arrive qu'on les revoie plusieurs fois, et puis au bout de 3 fois, 4 fois, ils repartent. On a eu des filles qui nous ont dit c'est fini, on revient plus, on en a assez. La légende de Saint-Laurent du Maroni raconte que parfois, les gendarmes se sont fait doubler sur le chemin du retour par de jeunes clandestins qu'ils venaient juste de raccompagner au Suriname. Mais les statistiques sont là, 6 000 reconductions à la frontière par an à ce seul endroit, quand pour toute la France métropolitaine, c'est 10 000. C'est à Berlin, ville symbole de l'ancienne division de l'Europe, que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis pour réformer l'Alliance Atlantique afin de mieux répondre aux défis de l'après-guerre froide. Les Européens disposeront désormais d'une autonomie d'intervention au sein de l'OTAN. Pour Jacques Chirac, c'est un pas extrêmement important. Précision tout de suite avec notre envoyé spécial, Jérôme Catala. Presque tout à Berlin rappelle encore que cette ville représenta pendant des dizaines d'années le symbole même de la guerre froide. Et c'est bien pour cette raison qu'aujourd'hui l'OTAN a choisi d'annoncer ici sa rénovation. Car si l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a toujours pour objectif d'assurer la paix et la sécurité en Europe, certains pays, la France en tête, estimaient que la suprématie américaine au sein de cette organisation n'était plus de saison. Alors après des mois de négociations, Washington a fini par accepter que soit reconnue au sein même de l'OTAN une identité européenne. Les pays européens de l'Alliance Atlantique pourront donc mener des opérations militaires sans les États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, l'Europe exprime sa personnalité au sein de cette alliance. Dans cette alliance nouvelle, la France est prête à prendre toute sa place. Paris estime donc aujourd'hui pouvoir se rapprocher d'un nouveau dispositif militaire de l'OTAN, plus européen, dans lequel, pourquoi pas, la France aurait une place prépondérante. Alors, rénovation de l'OTAN, sûrement. Seulement pour mettre sur pied des opérations militaires spécifiquement européennes, les 16 pays membres de l'OTAN devront toujours le décider à l'unanimité, ce qui signifie que les pays européens ne pourront pas se passer de l'accord des États-Unis. L'Italie fête actuellement le 50e anniversaire de la fondation de la République. Au moment même, hier, dimanche, où le président Luigi Scalfaro rappelait à Rome le caractère indivisible de la République italienne, le gouvernement, entre guillemets, de Padanie prêtait serment près de Bergame. La Padanie, c'est un néologisme créé par la Ligue du Nord pour désigner le nord de l'Italie que la Ligue du Nord voudrait séparer du reste du pays. En Italie, pour France 2, Alain Chalon. La plaine du Pô, ses brumes et ses inondations, mais aussi sa formidable richesse agricole et industrielle, sera-t-elle un jour le cœur d'un nouvel État européen à naître, la Padanie, République du nord de l'Italie, indépendante du reste de la péninsule. A écouter hier Umberto Bossi, le leader de la Ligue du Nord, devant une cinquantaine de milliers de ses militants en chemise verte, c'est leur nouvel uniforme, ou en tenue médiévale, il n'y a pas de doute, la sécession est en bonne voie. C'est un des droits inaliénables de l'homme. La sécession, un pour tous, tous pour un. Jusqu'à l'indépendance. De fait, Bossi a déjà constitué son gouvernement padane et son Parlement du Nord en rupture avec ceux de Rome. Pourtant, les choses ne sont pas si simples. Trévise, par exemple, près de Venise,
que certains voient déjà au cœur de la République du Nord. Trévise, petite ville prospère qui a donné à la Ligue son meilleur score aux dernières élections. Bossi, lorsqu'il y parle de sécession, il fait plutôt peur. Il me dégoûte, pourquoi? Mais parce que l'Italie est unie et je ne comprends pas pourquoi on la diviserait en deux parties. Une séparation me semblerait anachronique. Le sécessionnisme n'est pas dans la mentalité des habitants de Trévise. Mais alors, que veut Bossi avec ses outrances verbales? Réponse du maire adjoint de Trévise, léguiste lui-même. Je pense que la sécession est seulement une façon pour Bossi de faire monter les enchères. Brandir la menace d'une sécession pour obtenir un peu d'autonomie, telle serait donc la tactique de Bossi. C'est en tout cas ainsi que l'a compris le nouveau gouvernement italien qui a inscrit le fédéralisme au cœur de son agenda. Selon les tout derniers sondages, Boris Eltsine reste le grand favori de l'élection présidentielle qui se déroulera le 16 juin en Russie. À l'occasion de ce scrutin tout à fait déterminant pour l'avenir, nous allons vous proposer chaque soir une série de reportages afin de faire le point sur la situation exacte dans ce pays, quelques années après la chute du communisme. Ce soir, Dominique Derda et Éric Mézy vous proposent de partir à la découverte de l'Eldorado russe. On est loin des romans d'aventure, de Jack London, de La Ruée vers l'or, loin de Moscou aussi, 9000 km. En plein cœur de la taïga, dans cet Orient russe que l'on dit extrême, c'est au bulldozer que l'on racle le fond des rivières. Des dizaines de milliers de mètres cubes de terre et de gravier. De la fonte des neiges jusqu'aux premières gelées, nuit et jour, ils traquent la plus petite pépite. D'énormes moyens pour un butin souvent dérisoire. Là, il y a tout juste 365 grammes, maigre récolte. À 60 francs le gramme sur le marché international, l'entreprise qui les emploie couvre tout juste les frais et les salaires. 1500 à 2000 francs par mois. Aujourd'hui, dans la région, toutes les réserves sont épuisées. Alors bientôt, on va devoir s'éloigner, partir, chercher ailleurs. Dans un an, tout au plus, ils lèveront le camp. Sacha était mineur en Ukraine. Il y a laissé toute sa famille et ne rentrera qu'à l'automne, pour 4 mois. Les yeux rivés sur le fruit d'une dure journée de travail, Sacha n'est guère bavard. Il ne faut rien laisser perdre. Certains comme lui étaient mineurs, d'autres ouvriers, étudiants ou informaticiens. 35 hommes venus de loin. Après l'éclatement de leur ancienne patrie, l'Union soviétique, ils sont arrivés ici parce que l'éloignement, c'est mieux que le chômage. Compagnons de hasard, ce ne sont pas tous des nostalgiques du communisme, loin de là. Mais dans ces forêts, ils ont trouvé comme un refuge. Avant, le peuple était uni. Et maintenant, c'est chacun pour soi. Ici, c'est un peu le communisme. On mange dans la même casserole et on partage le travail. Les ennuis, les malheurs, on les vit tous ensemble. Les soubresauts du monde vus d'ici paraissent bien lointains. Mais le soir, après la douche, personne ne veut manquer le journal télévisé. Il paraît qu'au Kremlin, Boris Eltsine s'apprête à rencontrer le chef des indépendantistes tchétchènes. Entre vous, de quoi vous parlez? De quoi? Des femmes surtout. Et puis du travail aussi. Mais on ne peut pas faire de projet d'avenir. Avec les prix qui flambent et ce monde dans lequel on vit, ça sert à rien de faire des projets. L'équipe de nuit retourne au bord de la rivière. Il y a bien longtemps que ces hommes ne rêvent plus de fortune. Jamais, ils le savent, ils ne rouleront sur l'or. L'habitat urbain se développe. L'explosion démographique des grandes villes, rebaptisées mégalopoles, est l'un des grands défis de la fin de ce siècle. Et c'est le thème précisément de la conférence organisée par les Nations Unies à Istanbul, en Turquie. Une conférence qui réunit plus de 10 000 délégués venus du monde entier. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Doucet-Bon, Christian Leroux. Que peut-il y avoir de commun entre Istanbul et son développement anarchique, Libreville et son explosion démographique, ou Paris et sa pollution? Comment édicter des règles communes? Les urbanistes pensent que c'est possible,
Pierre-André Mangala est de cela. Il est venu du Gabon réclamer de l'aide à l'Occident avec un message clair. Nos problèmes ne sont pas différents, mais simplement d'échelles différentes. Que ce soit en Afrique ou en Europe, le problème de délinquance en ville sont les mêmes. Les problèmes de santé, donc je crois que les problèmes de l'environnement sont tous communs dans toutes nos villes. Pas si sûr, répondent les organisations non gouvernementales qui tiennent elles aussi leur sommet à quelques pas de la conférence. Pour elles, il y a une spécificité des villes des pays sous-développés. Des décisions globales seraient inutiles. Cette planification des établissements humains faite par les gouvernements et qui depuis 30 ans, en tout cas pour nos pays en voie de développement, et surtout pour les pays africains, a été le symbole d'un véritable échec. Les résolutions, à mon sens, il ne faut pas beaucoup y compter parce que ça va être géré par les gouvernements. Un scepticisme que l'ONU combattra en évitant les erreurs de Rio. Les représentants des ONG participeront donc à la rédaction de la charte. Et cette charte édictera pêle-mêle les règles d'un droit mondial au logement, celles du retraitement des déchets, de l'assainissement de l'eau, de l'équipement sanitaire ou encore de la lutte contre la délinquance urbaine. Mais ce texte ne contiendra aucun engagement financier. Il y a beaucoup de manières plus ou moins originales d'observer le développement des villes à travers l'histoire. À Saint-Denis, près de Paris, José Blanc-Lapierre et Philippe Luzzi en ont trouvé une particulièrement inattendue et surtout pas fatigante. Départ de la ligne Saint-Denis-Bobigny. En 19 minutes, le tramway traverse 4 communes et toutes les formes de villes. Un architecte a fait le voyage avec nous. Visite guidée avec Paul Chemetov à travers 50 ans de l'histoire de nos cités. Saint-Denis, ville des rois, ville de 100 000 habitants aujourd'hui. Nous sommes dans une ville constituée, et pourtant, dit-on, c'est la banlieue. Il y a des boutiques, il y a des rues, il y a cette église de Viollet-le-Duc. Non, nous sommes dans un moment de France. Là, nous quittons le centre de Saint-Denis, nous allons vers le grand ensemble de la Courneuve et se mettent en place tous les ingrédients des années 60. 16 000 habitants, mais c'est une préfecture. C'est une petite préfecture en France. Il n'y avait pas de transport en commun. Enfin, cette politique était folle. Les gens n'avaient qu'à acheter des bagnoles et se débrouiller, faire la queue 1 heure pour aller à leur travail, par exemple. Ça n'avait pas d'importance. Ces pavillons ont été le mode de peuplement de la banlieue entre les deux guerres. On a favorisé l'épargne des plus pauvres, la fixation des gens. Il y avait une crise de logement dont on n'a pas idée aujourd'hui. C'est vrai qu'ils étaient petits, qu'ils étaient médiocres, mais ils représentent un système qui est perfectible. Il suffit d'enlever une maison, d'enlever 10 maisons et de la remplacer par autre chose. Oui, là nous entrons dans la préfecture de Bobigny, ce modèle urbain qui est assez contestable. À l'intérieur on achète, dehors allez vous faire cuire un œuf. C'est à peu près ce que veut dire cette architecture. Et ça, ce n'est pas possible. Une ville, c'est être ensemble et l'architecture doit prouver cet être ensemble. Aujourd'hui, c'est le tramway qui relie toutes ces cités entre elles. Il rend la banlieue plus humaine, il la rapproche du cœur des villes. Nouveaux attentats en Corse, le premier dans le port de Solenzara visait un voilier inoccupé de 13 mètres. La déflagration a sérieusement endommagé un autre bateau du même type amarré à côté et dans lequel dormaient 2 paisibles touristes qui ont été quittes pour un plongeon nocturne. Et à Porto Vecchio, 2 bombes ont visé les locaux d'une agence immobilière et d'une société de bâtiments. Dans un entretien au journal Le Monde, Charles Pasqua demande une dissolution de l'Assemblée de Corse et l'organisation de nouvelles élections afin de voir, dit-il, qui représente qui. Jusqu'à la fin de cette semaine sont organisées les élections des représentants des locataires aux offices HLM. Les candidats se présentaient jusqu'à présent plutôt sur des listes apolitiques, plutôt syndicales ou associatives. Cette année, le Front National y voit manifestement une cible intéressante. Reportage Michael Darmon, Nathalie Gallet. Tournée électorale dans un quartier d'Évreux. C'est un principe du Front National, il est toujours en campagne. Cette fois, il s'agit d'une première, les élections des représentants de locataires aux offices HLM. Le FN présente des listes dans les cités et le fait savoir de porte en porte. Les élections ont lieu, donc le Front National participe à ces élections. Voilà. Donc dans le cadre de la défense, évidemment, donc des locataires français. La technique de propagande, c'est le terme des lepénistes, est au point. Un groupe aborde des habitants et écoute les doléances. Ça fait 1 mois et demi. Un militant de son côté s'occupe des boîtes aux lettres.
Insécurité et immigration, le front laboure les HLM avec ses thèmes préférés. Un bon français, moi. Je peux me permettre également de vous donner ça. Ma surprise, joyeuse d'ailleurs, c'est que bon, ces affiches ne sont pas ni dégradées ni déchirées, ils restent toujours en place en bas des immeubles ou dans les immeubles. Après la police et la RATP, le FN veut s'installer dans les cités, là où il réalise en général des bons scores aux élections. Un nouvel exemple de la stratégie d'implantation des lepénistes auprès des catégories sociales défavorisées. Nous avons un message social à diffuser et à faire connaître. Et il est évident que par cette présence, nous montrons à de nombreux Français que les solutions à leurs problèmes sont des solutions politiques et que c'est le Front National qui les a. Au total, une cinquantaine de listes ont déposé dans toute la France. Le programme, faire pression au sein des offices HLM pour la préférence nationale et mettre en place des relais pour les prochaines échéances électorales. Idée, non? C'est pour les élections. C'est celui qui bougera le plus qui aura le plus de choses, logique. C'est le Front National qui bouge, et bien il y aura plus de choses. Il faut que les autres y bougent aussi. Hein. Le vote pour les organismes HLM aura lieu par correspondance jusqu'au 7 juin. La présence même limitée de listes FN à valeur de test, le Front National cherche à construire une base associative en milieu populaire. À Lyon, le tribunal correctionnel a relaxé un gynécologue poursuivi pour avoir provoqué par imprudence un avortement sur une patiente enceinte de 5 mois. À l'origine, une incroyable méprise. Ce médecin croyait en effet opérer une femme venant se faire retirer un stérilet et il a touché la poche des os qui s'est rompue. Le procureur avait requis une peine de 18 mois de prison avec sursis. Au Havre, les douaniers ont saisi la semaine dernière plus de 7 tonnes d'herbe de cannabis, 7431 kilos très exactement, une prise estimée à près de 150 millions de francs. La drogue était dissimulée dans un conteneur à bord d'un cargo taïwanais en provenance de Singapour. Le dicton du jour, la Saint-Kévin réussit à Pioline. Le seul Français admis en deuxième semaine au tournoi de Roland-Garros s'est en effet qualifié cet après-midi pour les quarts de finale aux dépens du jeune et séduisant Chilien Marcelo Rios. Les Minettes sont déçus, mais les Chauvins sont contents. Commentaire Laurent Fadec-Bollet qui n'est ni l'un ni l'autre. Pour la première fois depuis 4 ans, il y aura un quart de finaliste français à Roland-Garros. Un central debout pour applaudir Cédric Pioline, qui a muselé, qui a médusé et qui s'est peut-être même amusé face à Marcelo Rios, un jeune Chilien de 20 ans au caractère bien trempé. Rios, la nouvelle terreur de la terre battue, 10e joueur mondial avec sa casquette à l'envers, sa queue de cheval et ses redoutables coups de gaucher. Rios, battu en 3-7 secs par un Pioline en pleine confiance. Pioline qui analyse d'ailleurs sa victoire de manière définitive. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu, donc je crois qu'il n'y a pas plus de commentaires à faire. On fera alors un commentaire sur la scène suivante. Au premier plan, un tenant du titre battu et abattu. Au deuxième plan, un outsider qui va embrasser sa femme et sur le court s'il vous plaît. On l'a compris, Michael Stich, l'Allemand, a éliminé Thomas Muster. C'est une sensation car l'Autrichien paraissait toujours aussi imbattable sur terre battue. Et pour une fois, ce n'est pas Muster qui a joué au chat et à la souris, c'est l'inverse. Musterminator, c'est terminé. Stich, tête de série numéro 15, qui se qualifie à la surprise générale en 4-7 et c'est lui que rencontrera Cédric Pioline pour un quart de finale aussi attendu qu'indécis. Les 3 autres quarts, Sampras Korir, Krajicek Kafelnikov et Karbarer Rosset. Rosset qui a éliminé Edberg, mais globalement, ce sont les attaquants qui cette année règnent à Roland-Garros. En France, il n'est guère de bon ton de mélanger sport et culture. Toute règle, c'est bien connu, à une exception qui s'appelle en l'occurrence Alain Bézu, qui a mis en scène à Rouen La Grande Boucle, une pièce sur l'histoire du Tour de France, comme son nom l'indique, une pièce basée sur des témoignages vécus de coureurs. Thierry et Christophe Hérault sont allés en tandem à Rouen découvrir cette œuvre inédite. Il tourne, c'est un mouvement assez compliqué parce que si on regarde le mouvement que fait le genou par rapport au sol, on voit qu'il fait ça. C'est une épicycloïde. Et si on met cette courbe-là en équation, c'est pas si simple que ça. Je me demande si mon genou va pas recommencer à tirer. J'ai une toute petite douleur à la hanche. Peut-être que je devrais ralentir un bon coup pour pouvoir me relancer. Croyez que j'oublie pas de boire, mais j'ai peur de perdre mon souffle. Et du souffle, il en faut pour faire le tour. Ça n'est pas une course, mais une épopée, pas des coureurs, mais des héros. Parfois des tragédiens, même s'ils sont souvent bronzés en tranche napolitaine. Ils ont donc leur place sur un théâtre et pourtant c'est rarissime d'admirer des cyclistes sur scène.
À Rouen, le théâtre des Deux Rives ose retracer toute l'histoire du Tour. Pendant le Tour du Maroc, où il remporta 5 étapes, il ne but que du vin rouge. Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Y compris les coulisses de la grande boucle. Chloroforme pour les gencives. To be dopé, or not to be dopé, telle a toujours été la question. Vous voulez voir les pilules? Philippe Bouvatier, 4 Tours de France dans les mollets et un coup de théâtre à Guzeneige en 88. Déjà. Ce jour-là, il est le premier à quelques mètres de l'arrivée. Et Philippe Bouvatier va remporter une victoire totalement inattendue. Il y en a un qui s'est trompé. Et à 150 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai été dévié sur un parking. Je me retourne. Je suis derrière les spectateurs. Chaque soir, il raconte au théâtre sa tragédie. La scène a un avantage, on peut refaire l'histoire, être encore sous les feux de la rampe et gagner. 1955, Louison Bobet. Tous les forçats de la route sont là, tous ceux qui ont fait rêver en jaune beaucoup de grands enfants et leurs enfants. 1993, Miguel Indurain. 1994, Miguel Indurain. 1995, Miguel Indurain. Allez, pour 96, réponse dans quelques jours sur France 2, bien sûr. Avec le retour des beaux jours, les promeneurs vont croiser de drôles de chasseurs sur les plages, des chasseurs de fossiles. Reportage Anne Mourgue et Dominique Masse dans le Pas-de-Calais, auprès d'un amateur éclairé de Ploco-Sifia et autres Electronia. C'est au petit matin, quand la mer est basse, que Roger Vaquette part à la chasse. Sans fusil ni cartouche. Son gibier à lui est déjà mort depuis des millions d'années. Restent les traces, fossilisées, au pied des falaises. Si vous voyez, regardez, il y a deux ammonites qui ont été coupées. C'est érodé. Vous voyez, il y en a une là, ici, là, et vous en avez une plus haut, là. Vous voyez, là. Alors on voit la section, là, ici, vous voyez, avec les sutures. Pas toujours facile à voir pour un homme averti. Entre Roger et les fossiles, l'histoire a commencé par hasard, il y a 25 ans. Parti chercher des moules, il trouve une ammonite comme celle-ci, coup de foudre. Depuis, il en a découvert des milliers. Il les ramène chez lui, leur refait une beauté toujours un peu impressionnée. C'est des animaux qui ont vécu il y a 195 millions d'années. Alors ça laisse les gens rêveurs quand on leur parle en millions d'années. Des rêveurs qui sont aussi des fraudeurs. Il est en effet interdit de donner des coups de pioche pour préserver la falaise. Seul est toléré le ramassage en petite quantité. Papy Caillou, comme on l'appelle, se bat contre cette interdiction. On ne dégrade pas. On ne dégrade pas parce qu'on ne touche pas sur la falaise elle-même. Là, c'est sur les rochers, là, ici, comme tous ces rochers qui sont là, ben, on cherche dedans. Alors, on ne fait pas d'escalade pour aller les chercher, vous comprenez? Papy Caillou n'est pas inquiet. Il ne craint pas que les fossiles disparaissent de la plage à force d'être ramassés. Les éboulis de la falaise, dit-il, en apportent toujours de nouveaux. Alors chaque week-end, comme des centaines d'autres passionnés, il part à la recherche du fossile le plus précieux, celui qu'il n'a pas encore. Vers 23h30, Agnès Molinier vous présentera le tout dernier journal. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Pierre Moscovici, secrétaire national du PS, pour parler bien sûr de la réforme fiscale. Bonne fête au Kevin. Dans un instant, la météo de Nathalie Rouet, qui nous promet une journée belle et chaude, à l'image de Nathalie. Demain à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.